Salut les amis, petite introduction à ce 179e épisode du Smoothie, toujours continué. On va voir dans cet épisode avec une invitée comment est-ce que nous pouvons toujours continuer d'avancer, même en faisant des pivots, en avançant différemment. Et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à enregistrer. À très bientôt. Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut Maud. Salut Raphaël. Tu vas bien ? Très bien. Bon, on discute depuis un petit moment et là, ça y est, j'ai appuyé sur le bouton rouge. Donc là, c'est, on pourrait dire gravé dans le marbre. Bon, ça se prête peut-être pas trop à l'oral. Merci de nous accueillir dans ce très joli lieu. On va bientôt en savoir un peu plus parce que j'ai pour habitude de ne pas présenter les invités du smoothie. Et comme d'habitude, par contre, Maud, je vais te demander si tu es OK de nous partager 2 ou 3 événements qui te sont arrivés, que tu as vécu et qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui, donc en avril 2024. Quand j'y réfléchis, je me dis que c'est le choix déjà de partir dans des études d'art après le lycée. J'ai appris très récemment que mes parents étaient morts de peur de me laisser partir dans ces études, alors que pour moi c'était une évidence. Donc j'ai d'abord fait une prépa et après j'étais aux Beaux-Arts. Et c'est une sacrée chance parce qu'il y a toute une démarche. En fait, on a une liberté et une démarche dans les apprentissages. Et ça, je pense que c'est la première chance. Et c'est ce qui fait que j'en suis arrivée là. Et après, c'est de peut-être... c'est pas un événement, mais c'est de jamais avoir arrêté. Parce qu'en fait, il y a des hauts, il y a des bas. Et que... quand j'ai eu 3 grossesses, à chaque fois, je me suis posé la question, est-ce que là, j'arrête ? Est-ce que je fais autre chose ? Et en fait, à chaque fois, j'ai continué. On m'a toujours dit, ne prends jamais de décision définitive en étant enceinte. Ça a marché. Et puis, c'est comme ça qu'on avance petit à petit, puis qu'on grandit. Et ça, c'est plutôt bien. C'est pas des événements. Puis après, il y a quand même des rencontres. Des rencontres de gens qui nous font aller dans des endroits qui ne sont pas les nôtres et qui font qu'à un moment donné, on va plus loin. Voilà. Super, super. Merci beaucoup, Maud. Le premier élément, tu nous parles donc de tes études d'art. Tu as toujours été attiré par ces études parce que donc les études d'art, c'est après le bac, c'est après 18 ans, quoi. Oui. Ouais. Et avant ça, ta rencontre avec l'art, le dessin, c'est venu quand, comment, la peinture ? Alors, depuis que je suis toute petite. Okay. Moi, j'avais une maman qui était modéliste et un papa qui était dans le textile, mais de luxe. D'accord. Donc en fait, c'était un peu mon univers, on va dire. Donc j'ai toujours beaucoup dessiné. Et j'ai fait quand même une option d'art. Mais à l'époque, on ne pouvait pas cumuler art et sciences. Donc je ne pouvais pas faire spécialité parce que j'étais en bac scientifique. Okay. Donc voilà. Et quand j'ai eu mon bac, c'était une évidence. Mais j'ai eu d'ailleurs mon bac scientifique grâce au sport et à l'art. Donc c'est pas très logique, mais ça marchait bien. Ça marchait bien aussi, ça l'a fait comme ça. Ok. Et donc, des parents dans l'art, finalement, enfin, en tout cas avec un rapport artistique dans leur métier, et tu apprends plusieurs années après qu'il y avait quand même un peu d'appréhension à voir leur fille partir dans ces études-là. Ah, puis surtout dans l'idée des beaux-arts. Enfin, je veux dire, les beaux-arts, il y a quand même quelque chose où c'est complètement opaque. Personne ne sait ce qu'on y apprend. Donc, mais même n'importe quelle école supérieure, en fait, personne ne sait. Mais quand on dit qu'on va faire une étude des études d'ingénieur, tout le monde est rassuré. On dit qu'on va dans une étude de beaux-arts, tout le monde a peur. Alors qu'il y a aussi du travail dans les métiers d'art. Alors moi, je suis à mon compte, donc c'est encore différent. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être toute seule, mais il y a aussi plein de gens qui sortent des études d'art et qui vont dans des entreprises ou qui font autre chose. Mais c'est vrai que... C'est pas qu'on dit que l'art, ça sert à rien, mais quand même, il y a quelque chose où il y a cette idée d'utilité, je pense, qui rassure beaucoup les parents. Quand on est ingénieur. Quand on est ingénieur quand ou on autre, fait des études, quand on voilà. fait quelque chose, un métier qui va être dans l'utilitaire. Et pour toi,
quelle utilité on pourrait donner, ou tu donnes en tout cas toi à l'art? Alors, je dirais pas une utilité. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Déjà, j'en ai besoin parce que c'est quelque chose, je pense que tout le monde devrait avoir une activité artistique, que ce soit de la musique, du théâtre, de la danse ou de l'art, parce qu'on se sent mieux, je pense, quand on fait ça. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes baskets. Enfin, il y a quelque chose qui fait que je suis en harmonie, on va dire. Et là où je trouve que ça a sa place, c'est que c'est une autre manière de voir le monde, qui justement n'est pas mathématique, c'est une autre lecture sensible, qui parle ou qui parle pas. Je dis pas du tout que ce sera universel, mais l'idée c'est un autre regard et une autre pensée sur un monde qui est souvent un peu décrié. C'est un peu compliqué quand même quand on écoute tout ce qui est autour de nous, et que moi j'avais envie de le montrer autrement. Ok. Bon, toi tu le sais, mais je vais aussi le dire dans le podcast. Moi j'aime beaucoup ton travail, et c'est vrai que, alors j'ai pas de compétences artistiques, hein, j'ai pas de traits de crayon, etc. Pour autant, moi je trouve que ça me fait voyager, l'art, que ce soit alors ton travail ou d'autres. Mais en effet, je trouve que c'est un moyen de s'échapper un peu, de s'évader, tout en restant sur place, et c'est ça, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et pour moi, en tout cas, ça c'est utile. Je trouve que c'est bien. Et ça pourrait être, peut-être, si on devait chercher un point commun entre nos métiers, c'est ça, c'est que ça peut nous permettre aussi d'aller mieux, d'aller bien, et parfois de prendre du recul. Et aussi d'aller dans le dépassement. Moi, je pense que parce qu'on touche des zones où en fait on n'est pas forcément dans la maîtrise, et on nous apprend tout le temps à maîtriser tout. Et je trouve que là, et particulièrement dans la peinture que je pratique, il y a beaucoup de place au hasard. Et ça fait du bien. Enfin, je pense que... Et toute forme, c'est pour ça que je parlais de n'importe quel art. C'est-à-dire que quelque chose qui, à un moment donné, n'est pas de l'ordre du cartésien. J'aime pas, c'est pas forcément une opposition au cartésien, mais quelque chose qui va au-delà de nos limites, et surtout qui est polysémique. On est vraiment dans... pas une seule lecture, c'est pas 2 + 2 = 4. C'est 2 + 2 = beaucoup de réponses. C'est ça que j'aime beaucoup. Quand tu dis qu'il y a beaucoup de place pour le hasard, est-ce que tu peux nous préciser? Alors, dans ma peinture ? Ouais, c'est ça. À quel moment, des fois, tu dis « Ah tiens, ça c'était pas tout à fait prévu comme ça », et tu te retrouverais presque surprise de ton œuvre? Oui, alors ça, c'est à plein de moments différents, parce que je prends mes photographies sous l'eau avec une GoPro où je vois pas ce que je prends. Donc j'ai ce que j'ai sous les yeux, les lumières, mais je sais pas si au final, donc je ne les vois que dans un deuxième temps. De ces compositions-là, je recadre, je rechoisis. Donc là, je retaille dans le hasard, on va dire. Et après, quand je vais poser mon dessin, que j'ai choisi beaucoup le format, là, souvent, j'ai une grosse partie où je fais quelques réserves. Donc je garde des parties de la toile blanche, et le reste, je coule la peinture. Et en fonction de comment je garde les temps de séchage ou les couleurs, comme je vais la quantité d'eau que je vais mettre dedans, ça va me créer des formes qui là, apparaissent. Je les garde pas, mais en tout cas, c'est une grosse part quand même de hasard à ce moment-là. Ok, je comprends. Ok, merci pour ces précisions là-dessus. Tu as parlé, Maud, de dépassement. Tu as aussi évoqué, quand je t'ai demandé 2 ou 3 événements, tu m'as parlé finalement du fait de n'avoir jamais arrêté, de t'être posé des questions pendant les temps de grossesse, de me dire qu'il y avait des hauts, des bas. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qu'un haut pour toi et qu'est-ce qu'un bas, ou des exemples, de moments où tu te dis « Ah, c'est vraiment la meilleure vie, et tout est parfait entre guillemets », et puis des moments plus difficiles. Ça serait quoi dans ton quotidien, dans ton métier? Dans mon quotidien, ce serait l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où je suis lancée dans une série, et en fait, cette série-là, elle avance toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui fait qu'elle se déploie d'une manière complètement naturelle. Et puis à un moment donné, elle s'épuise. Et à ce moment-là, c'est un bas. Et donc, il y a les moments où ça s'épuise parce que c'est la fin, et il y a des moments où elle est coupée. Parce qu'en fait,
on peut tomber enceinte et qu'à ce moment-là, par exemple pour ma première grossesse, je faisais pas ce type de peinture, j'étais sur verre, j'utilisais des produits toxiques. Donc j'ai dû arrêter quasiment du jour au lendemain ces séries-là. Et quand j'ai repris, la question se posait, est-ce que je reprends ces produits toxiques ou pas? Et effectivement, non. Donc en fait, il y a aussi des positionnements qui ont changé. Bien sûr. Donc il faut repartir sur autre chose. Et ça prend du temps, en fait, dans l'élaboration. Et c'est pour ça aussi que les questions, elles se posent. Alors, à la première grossesse, moins, parce qu'en fait, on veut aussi se prouver en tant que femme qu'on peut tout faire, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. À la deuxième, un petit peu plus, et à la troisième, encore plus, parce qu'il y a la vie de famille qui a pris aussi beaucoup de pas, en fait, là-dessus. Et finalement, non, parce qu'en fait, quand on revient, après un temps de coupure, parce que pour la troisième grossesse, je me suis vraiment arrêtée 1 an. D'accord. C'était il y a longtemps? Ma grossesse, c'était en 2015. Ok. Et quand je suis revenue, non. En fait, il fallait. La question ne se posait pas, c'était monde. Je pense que quand on joue un instrument de musique, c'est un peu ça. On joue pas pendant longtemps, mais quand on rejoue, il y a quelque chose qui revient. Là, c'était un petit peu pareil avec la peinture. J'ai vraiment des questions à la fois très intéressées et en même temps très naïves. Je sais que des personnes, tu vois, peuvent être fans, c'est peut-être aussi ton cas, parfois de chanteurs ou chanteuses qu'on va suivre un peu dans leur carrière, ou pareil, d'écrivains qu'on va suivre, etc. Est-ce que donc ta peinture, ton style a évolué avec le temps? Tu nous expliques aussi qu'avant la grossesse, tu étais sur du verre avec des produits toxiques, que là, en tout cas, la question s'est posée ensuite. Est-ce que tu arrives à percevoir s'il y a des gens comme ça qui te suivent, entre guillemets, depuis le début, ou est-ce que ça arrive pour d'autres artistes peintres que tu connais, qui ont des évolutions de style, mais finalement, il y a des gens qui restent sensibles à leurs traits, à leur univers, ou pas? Alors, il y a toujours des gens qui te suivent tout le temps, toute ta famille, moi j'ai beaucoup d'amis des beaux-arts. On se voit grandir, en fait. J'ai un peu mon noyau dur, en fait, qui venait d'expo en expo. Ça a beaucoup changé, hein. J'ai vraiment changé, comme je disais que je changeais à chaque grossesse, j'ai vraiment changé. Okay. Donc je pense que d'ailleurs, je ne sais pas si je serais toujours sur le thème de l'eau, si j'avais une autre grossesse. Les couleurs aussi ont changé. J'ai changé de couleur à chaque grossesse. Donc il y a quelque chose comme ça qui bouge, en fait. Et les gens, par contre, ce que j'ai pu remarquer par rapport au fait des gens qui peuvent me suivre, c'est que ceux qui sont fans de dessin resteront sur les séries de dessin, et ceux qui sont fans de couleurs et de peinture resteront sur les peintures, quel que soit le thème. Mais il y a quand même un peu deux écoles, celle du trait et celle de la surface. Parce que je fais beaucoup de dessins aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur les sites internet parce que là, j'ai moins le temps et que je fais plus de peinture. Mais c'est vrai que j'ai vraiment fait beaucoup de séries aussi en dessin un peu différentes. Et voilà. Ok. Il y a un aspect qui m'intéresse aussi. On en a un tout petit peu parlé avant, mais là, c'est un peu plus clair, je pense, dans mon esprit. Tu nous disais, voilà, je suis à mon compte. Donc, tu es à ton compte. Là, on est dans ton atelier, donc un très joli atelier dans Lyon, un atelier partagé, atelier que tu as acheté. Voilà, tu es à ton compte, tu as une entreprise à faire tourner avec des charges, des entrées, etc. Est-ce que dans ton, je sais pas, dans ton style de peinture, dans ce que tu veux proposer, est-ce qu'il y a cette réflexion finalement aussi, comme un entrepreneur qui se pose des questions sur la rentabilité, entre guillemets, et puis parce qu'on a une famille, on a des enfants, on a tous les deux 3 enfants. Est-ce que ça rentre en compte quand tu peins ou pas du tout? Quand tu peins, t'es dans de l'art, et puis après, tu vois avec quelle galerie je vais travailler, etc. Ou ça peut être aussi réfléchi en amont. Je ne sais pas si ma question est claire. Si. Ouais. Alors, la question, elle est juste, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est une passion et à la fois, c'est mon gagne-pain. Donc ça, c'est sûr. Pour éluder la question, pour l'enlever je voulais pas que ça devienne une contrainte, je veux toujours peindre ce que je veux peindre. Et donc en 2012, j'ai passé le CAPES, c'est-à-dire que comme je voulais une famille nombreuse, je me suis dit que je voulais pas avoir de problème, je voulais pas que mon conjoint ait toute la charge ou quoi, donc j'ai passé mon CAPES. Et en 2020, j'ai passé l'agrégation.
Et en fait, à chaque fois, je fais que 9 heures de cours. C'est-à-dire que ça me prend pas beaucoup de temps, mais ça me fait vraiment tous mes fixes qui vont faire que même si je vends pas de peinture, en fait, tout marche. Et ça me donne surtout cette liberté de peindre toujours ce que j'ai envie et qui sort de mes tripes. Ok. Et pas de... comme ça, je sors de la peinture commerciale. Ce qui n'empêche pas que cette série de lots, je l'ai commencée en 2018, elle est toujours là parce que je vends des tableaux. Parce qu'en fait, il y a aussi une autre réalité, c'est-à-dire que pour racheter des nouvelles toiles, pour les stocker, il faut en vendre. Parce qu'en fait, si je ne les vendais pas, à un moment donné, il n'y aurait plus cet allant qui fait qu'en fait, j'ai envie d'en refaire une autre parce qu'en fait, il y en a une qui est partie et que voilà, je peux recommencer un nouveau challenge parce que j'ai la place de le faire. Les autres, elles ne sont plus là. Ouais, je comprends. Et du coup, le fait d'être enseignante à mi-temps, en gros, c'est un mi-temps, à peu près, le fait d'être enseignante à mi-temps, ça t'enlève une sorte de pression, de stress sur la vente ou non de peinture. Enfin, t'es plus libérée, si je résume, si j'ai bien compris. Alors oui, je suis plus libérée. Alors, comme je dis, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si je vendais plus, je pourrais plus peindre. Donc en fait, non, ça ne m'enlève pas ce stress-là. Mais par contre, je suis libre de ce que je veux mettre sur mes toiles. C'est-à-dire, en tout cas, je ne suis pas dans l'obligation de faire une commande que je n'ai pas envie de faire. Je ne suis pas obligée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me sens libre grâce à ça. Et aussi, la deuxième chose qui fait que j'aime enseigner, c'est qu'en fait, quand on est dans son atelier, alors même s'il est partagé, j'ai des collègues, mais je suis moi avec moi face à mes toiles. Voilà, il y a un côté un peu nombriliste. Et enseigner, c'est partager. Et il y a quelque chose en plus dans l'enseignement que je fais en terminale, c'est vraiment faire élever en fait une sorte d'intérieur artistique de chacun, un peu en haut. Et c'est ce que j'aime faire pour moi et c'est ce que j'aime partager avec eux. Et donc, l'enseignement, c'est ça que j'aime. Enfin, je partage ma passion à une échelle, sur un temps qui me paraît convenable et en tout cas qui me permet de peindre complètement. Donc, l'équilibre, j'aime bien l'équilibre. Je ne pourrais pas être que prof et je ne sais pas si, en tant que... Je pourrais être que peintre, mais je ne sais pas si ça me suffirait. Parce qu'il y a quelque chose... où on est obligé de dire moi-je un peu pour que ça marche. Et je sais pas si ça, j'aimerais le faire à Jeune 4. Je comprends. Est-ce que vous vous inspirez mutuellement entre les artistes de cet atelier partagé? Est-ce que dans la façon... là, tu nous parlais, je suis désolé, j'ai oublié le prénom de la personne dont tu me parlais il y a un peu plus d'une heure, mais qui fait des pivoines, si je dis pas de bêtises, au stylo bille. Est-ce que, par exemple, quand on voit son travail, qui est aussi très, moi je trouve très, très joli, est-ce que des fois tu t'inspires un peu de ce que tu vois vraiment autour de toi là dans l'atelier ou pas spécialement? Oui, alors plutôt avec Michel qui est au fond, qui fait aussi de la peinture. Ouais. Où il travaille aussi un peu sur l'eau, mais lui, il travaille beaucoup sous forme d'aplats. Et moi, les aplats sont apparus dans ma peinture au fur et à mesure du temps, donc je pense que ça a joué. Et de toute façon, même si c'est pas une question d'inspiration, on a des regards sur nos peintures. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, je vais très régulièrement demander à Michel de venir et lui dire s'il y a quelque chose, mais pareil pour Amici, s'il y a quelque chose qui, à un moment donné, va pas, parce que moi, ça fait longtemps que je travaille dessus et que j'ai plus un regard neuf. Et ça me permet, en fait, d'aboutir, en fait, grâce à ça. Ok. Et ça marche dans les deux sens. Oui, c'est ça. C'est pas toujours toi qui demande. Venez me dire. Très bien. Tu nous as beaucoup parlé des grossesses en nous disant finalement à chaque grossesse il y a un changement dans ma façon de peindre. Est-ce que tu as eu d'autres comme ça, est-ce qu'il te semble ou pas avoir d'autres éléments personnels qui viennent impacter finalement ta façon de produire ton art? Alors, il y a une personne que j'ai rencontrée en 2018, qui est un galeriste, en fait, qui m'a beaucoup aidée
parce qu'en fait, grâce à lui, en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu tout le monde d'Internet, qui en 2018 était assez naissant, et en fait, lui était dedans, et donc en fait, il m'a fait rentrer dans cette manière de vendre des tableaux, ce qui est assez étrange, hein, c'est-à-dire qu'on ne les voit que sur des images, sur un petit écran, et on commande et ça arrive chez soi, donc j'y croyais pas en fait. Bon, c'est comme ça. Et lui, il vient vraiment du monde de l'art, et il m'a vraiment aidé aussi à aller plus loin à chaque fois, sans me dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais dans cette idée de pointer ce qui dans les tableaux était différent, et dans cette idée de figuratif et d'abstrait, ils disent qu'il n'y avait pas beaucoup de peintres finalement qui peignaient comme ça, et que moi ça marchait, qu'en plus j'en vendais, et que pour lui c'était un challenge, et qu'il était très content parce que ça avait marché. Et finalement, au bout de beaucoup de discussions, ça a fait avancer les choses. C'est aussi pour ça que je fais des morceaux de tableaux, c'est-à-dire en plusieurs, des diptyques, des triptyques, parce que c'est aussi une autre forme, et en fait il m'aide à aller toujours un peu plus loin dans la forme. Ça rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur le dépassement, ou pas du tout? Oui. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on n'a personne d'extérieur qui vient à nous, c'est compliqué de changer ses habitudes. Parce qu'on en prend toujours. C'est-à-dire que même si à un moment donné on se lance des défis, pas qu'on est forcément capable de faire, parce qu'il y a des fois où vraiment je commence, je ne sais pas si je serais capable. Mais en tout cas, comme c'est un autre regard, c'est pas celui que j'aurais pris. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça peut arriver aussi avec d'autres gens avec qui je discutais, mais en tout cas avec ce galeriste-là, ça m'a vraiment fait avancer. Et du coup, je me pose une question qui est, alors je le dis très clairement, complètement naïve, et je ne suis pas en train d'essayer de travailler avec toi, je le dis, c'est enregistré, mais là, quand tu me parles de dépassement, tu me dis, bah oui, c'est bien d'avoir ce monsieur-là, le galeriste, qui me fait réfléchir autrement, qui questionne ma façon de peindre. Je vais plus vers des diptyques, vers des triptyques. Quand je fais le parallèle avec le milieu du sport, je me dis, le sportif, il a un entraîneur. Il a quelqu'un, enfin le sportif ou la sportive, bien entendu, mais a une personne avec un regard extérieur, et qui vient à la fois apporter du support, du soutien, mais qui challenge aussi, qui entraîne, qui développe les habiletés. J'ai l'impression que dans le milieu de l'art, ça se verrait plus au niveau de l'enseignant-professeur, mais est-ce que tu connaîtrais des artistes professionnels qui auraient un peu comme un entraîneur, ou c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'aurait pas de sens? Alors, je ne sais pas si on peut dire un entraîneur, parce qu'en fait, là, c'est vraiment loin, en tout cas ce que j'ai vécu avec le galeriste, c'était très très loin du professorat. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur... on est sur cette idée de faire progresser la personne. J'aime pas trop le mot progresser, parce que ça va dans un sens et que je trouve que c'est pas très linéaire. Mais en tout cas, c'est de venir questionner. Et en questionnant... Mais on peut peut-être avoir ça, je sais pas moi, si on fait une exposition et qu'à un moment donné, on a un journaliste qui parle de notre travail et ça va nous faire un tilt. C'est-à-dire que c'est cette personne extérieure. L'entraîneur, j'ai l'impression qu'il a une sorte de... J'ai le mot pouvoir qui vient en tête. C'est pas le pouvoir, j'aime pas le mot ça, parce que je pense que le sportif, il est quand même indépendant. Mais c'est assez descendant, alors que je pense que là, c'est plutôt vraiment dans le dialogue. Il y a quelque chose comme ça qui se construit, et que justement, si le galeriste devenait un entraîneur, je pense qu'on perdrait notre liberté. Je comprends. Je dis pas que les sportifs sont pas libres. Non, je mais comprends. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, je pense. Plus horizontal, mais c'est ça, presque plus du coaching ou de la réflexion, en tout cas. Il y a quelque chose qui va de l'ordre, j'ai l'impression, du co-développement, où tu échanges librement avec une personne, et que ça peut éclairer différemment ton travail et t'amener à le faire un peu évoluer. Oui, parce que je pense que réellement, si on n'avait plus cette liberté, c'est-à-dire que si la personne qui peint, qui crée, elle est plus complètement libre, il y a quelque chose qui s'éteint. Enfin, en tout cas, je pense. Ouais, je comprends. Et c'est ce que j'aime justement, par exemple, dans l'enseignement, par exemple, que je fais au lycée, c'est que l'idée, c'est pas de dire fais ci, fais ça, c'est en fait de questionner, mais c'est des fois dans la douleur. Il n'y a rien de facile, mais c'est d'emmener la personne avec ses capacités là où elle peut aller, et à chaque fois pousser. Mais c'est pas dire...
c'est pas être injonctif. Ok, je comprends. On arrive à la fin, bientôt, en tout cas on s'en rapproche. Alors j'ai 2 questions que parfois on me dit elles sont un peu bizarres, Raphaël, tes questions, mais bon, je me lance, je les garde encore un peu, je teste. Y a-t-il une question, Maud, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Ou que tu aurais trouvé intéressante qu'on aille dans telle ou telle direction, que je te pose cette question ? Peut-être la puissance de la couleur. Ok. Si on doit parler de... Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on est tous sensibles avec un sens particulier. Le mien, ça va être la vue. Peut-être qu'on pourrait dire l'intensité du son ou la pureté du son si on parlait en musique. Mais je trouve qu'il y a quelque chose où, pendant le Covid, on s'est tous retrouvés à être chez nous, enfermés. Et que, alors il y avait la nature qui grandissait, mais encore si on la voyait de sa fenêtre, ceux qui étaient en ville, c'était pas le cas. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans la couleur, et c'est aussi ce que j'essaye de dégager dans les morceaux de peinture que je donne, parce que je trouve qu'une couleur, ça peut guérir. Ça emmène très loin en fait. Donc c'est voilà, c'est juste la couleur. Ok. Donc l'intensité de la couleur. Et l'impact finalement que la couleur a sur nous, c'est ça ? Mais ça peut être même dans nos vêtements, dans tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on ne met pas beaucoup de couleurs, alors qu'on a tous besoin de couleurs. Bon, j'ai un peu des chaussures colorées, t'as vu ? Bon. Timidement. C'est vrai. Ok, et ben merci pour cette question du coup. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans le smoothie ? Mais j'ai plein d'artistes, je peux t'en suggérer plein. Après, il faut pouvoir y aller. Faut une personne que toi t'aimerais bien entendre. Une personne que j'aimerais bien entendre. Moi, j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Doig. Mais bon, déjà, il est anglais. Ok. The smoothie. Mais, c'est vrai que c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il déforme un petit peu la réalité et je trouve que dans la déformation, il y a quelque chose d'assez fort pour justement appréhender le monde un peu différemment. Ok. Ouais. Bah, merci beaucoup. Maud, si on veut te retrouver, on fait comment ? Des personnes qui voudraient en savoir plus sur ton travail, voir ce que tu fais. Alors ça peut être sur Instagram, hein, tout simplement. Okay. Déjà, je réponds aux messages, il n'y a pas de problème. Je confirme. Et puis après, c'est sur toutes les plateformes. Si vous voulez vraiment voir mon travail, c'est sur les plateformes. En tapant mon nom, Maud Devise, vous trouvez à peu près tout. Bon, super. Merci beaucoup, Maud. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.